Hop là. C'est parti. Bien. Catherine et Nathalie, bonsoir pour ce deuxième rendez-vous qui, j'espère, va devenir une belle habitude. Et donc, ce soir, vous allez nous parler, choix très original, d'un certain Buffalo Bill. Mesdames, à vous la parole. Vas-y, Nathalie. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, oui, ça y est, j'ai commencé. Donc, bonsoir à tous. Nous sommes très heureuses, Catherine et moi, de vous retrouver pour justement vous présenter le thème astrologique de Buffalo Bill. Alors, avant de commencer, on voulait te remercier, Marc, de nous accueillir une fois de plus à l'AFDAF. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de cette soirée qui va se faire en fait en deux temps. Dans un premier temps, Catherine va vous présenter le thème astrologique de Buffalo Bill. Et puis, dans un deuxième temps, puisque nous avons vu que nous avons beaucoup de nos amis de l'étoile évolutive avec nous, eh bien, nous allons continuer avec l'étoile évolutive de Buffalo Bill. Alors, bien évidemment, les astrologues qui ne connaissent pas l'étoile évolutive sont invités, bien sûr, à rester avec nous parce qu'on va vous montrer, vous faire découvrir justement comment on peut faire un lien entre un thème astrologique et l'outil que nous avons créé, Catherine et moi, qui s'appelle l'étoile évolutive, un outil qui fonctionne avec le tarot. Donc, pour l'instant, eh bien, place à l'astrologie. Et donc, Catherine va vous présenter son thème. Le thème de Buffalo Bill, bien sûr. Le thème de Buffalo Bill. Donc, vous entendez, on va commencer évidemment par de l'astrologie uniquement. Alors, Buffalo Bill, la problématique de cet exposé, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose, un défi à relever, autrement l'exposé serait plat, on va chercher à savoir d'abord d'où vient cette légende. Certaines personnes pensent que Buffalo Bill, c'est Boulet Bill, c'est Lucky Luke qui n'a jamais existé. Eh bien si, c'est ça les légendes, démêler le vrai du faux. Et en effet, Buffalo Bill a bien existé. Donc la problématique, c'est comment un cow-boy poussiéreux a pu devenir une telle légende, que nous en parlons ce soir, comment il a pu devenir le producteur de spectacles que je vous écrirai, et comment à la fin de sa vie, il a pu défendre les Indiens qu'il avait tout de même beaucoup tués lors de sa vie. Donc, sa grandeur, si on veut, c'est d'avoir su faire du cow-boy. Le cow-boy, ça veut dire un vacher, c'est-à-dire un gardien de troupeau poussiéreux. Il en a fait un héros, un Américain de légende, un mythe, on peut dire, repris par Hollywood. Alors, d'autant plus que notre héros, donc il s'appelle William Cody, et il est poisson, il est né au 19e siècle. Il n'a rien découvert, il n'a rien inventé, mais son génie, et quand je vous parle de son génie, je suis légitime puisque je parle de son ascendant conjoint à Uranus, eh bien son génie a été d'utiliser son expérience personnelle, sa vie, son métier dans l'Ouest américain pour en faire une légende. Il a mis en scène sa propre vie et il a lui-même mélangé le vrai du faux. Mercure conjonction Neptune. Alors, ses ancêtres, évidemment, c'est un émigré européen, viennent de Jersey. Jersey, c'est une île anglo-normande qui appartient à l'Angleterre. Et à Jersey, on trouve, c'est connu pour ça, des vaches jerseyaises. Donc, c'est vraiment dans son karma de s'occuper des vaches et des troupeaux. Donc, il est né dans l'Iowa, c'est à l'ouest de New York, et son père meurt dans une rixe, dans un saloon, quand il a 11 ans. Son père milite pour l'abolition de l'esclavage, bagarre dans le saloon, son père est tué, et du coup, il se retrouve chef de famille. Et à ce moment-là, en direction symbolique, son soleil à 7 taureaux rejoint sa lune, en poisson bien entendu, son soleil en poisson rejoint sa lune, c'est-à-dire le soleil dirigé, c'est ce qu'on appelle les directions symboliques.
Et donc, il se retrouve chef de famille, un rôle qu'il va endosser avec beaucoup de sérieux et de générosité. Il est ascendant Bélier. Et donc, le Soleil rejoint la Lune, maître de sa maison 4. Il a le maître d'ascendant en maison 1 et il a aussi Pluton en maison 1. Donc, c'est quelqu'un qui aime diriger. Alors, évidemment, c'est un gosse élevé dehors, un gosse du plein air. C'est un cavalier formidable, un tireur hors pair. Et pour faire dans la symbolique, Mars est en taureau, il monte à cheval, il est dans la nature et il va être recruté grâce à ses talents pour conduire des troupeaux dans le Utah, c'est-à-dire il va traverser toute l'Amérique pour conduire des troupeaux et il va aussi conduire des chariots. La conquête de l'Ouest, elle a commencé en 1840, donc lui, il va avoir juste l'âge. Et quand vous regardez la petite maison dans la prairie, vous voyez ces chariots avec le dessus arrondi et les toiles blanches, c'est ça qu'il va conduire. Donc, on va voir ça un peu plus tard. Il est très énergique, très dynamique avec son ascendant Bélier, volontaire, enthousiaste, le maître de l'ascendant étant conjoint à Jupiter. On va voir avec son Uranus sur l'ascendant qu'il a énormément d'idées, mais il n'en reste pas au stade de l'idée. Avec le maître d'ascendant en taureau et conjoint au sud, c'est une habitude chez lui de planter les choses et de faire du concret. Ses idées vont se réaliser. Alors, il s'est essayé trappeur, ça ne lui convient pas du tout. Il a essayé la mine, ça ne va pas non plus. Rester au même endroit ne lui convient pas. Il sombre à ce moment-là dans l'alcool, il va trop au saloon. Il lui faut les grands espaces. Et il a dit, je n'ai jamais pu résister à l'appel du sentier. L'appel, c'est le milieu du ciel. Son milieu du ciel, Saturne, est conjoint à Neptune. Il est en Verseau, donc c'est lui qui va trouver des voies nouvelles pour traverser les États-Unis, qui sont encore terre inconnue. Donc aller vers l'inconnu et les grands espaces, c'est vraiment littéralement son milieu du ciel, Saturne, conjoint à Neptune. Il apprend à lire lorsqu'il a 14 ans. Le voici à 14 ans et il est très jeune, responsable de chariot, comme je vous ai dit, normal. Le Soleil fait un sextile à Mars. Comme il est extrêmement rapide et qu'il connaît tout, on lui demande de conduire d'abord, donc, comme je vous ai dit, des troupeaux et des chariots. Parce qu'évidemment, les immigrants, lorsqu'ils veulent aller en Californie, à l'ouest, ils ne peuvent pas partir comme ça, ils ne connaissent pas le chemin. Donc, il y a des entreprises, un peu comme des entreprises d'autocar aujourd'hui, qui organisent des départs avec des chariots les uns derrière les autres, et il faut quelqu'un qui sache par où passer. Ça s'appelle un éclaireur. Un éclaireur, c'est scout, et ça a donné Boy Scout. Un scout, un scout, c'est lui qui connaît les meilleurs endroits non dangereux où on ne va pas se noyer dans un fleuve trop profond, on ne va pas tomber dans un précipice, et on ne va pas non plus affronter des tribus indiennes. Et si on les affronte, on va les tuer. Donc, il sait par où passer. Alors, je continue. Donc, il aime beaucoup, lorsqu'il y aura la ruée vers l'or en Californie, à ce moment-là, il va conduire beaucoup de chariots vers la Californie. Donc, il aime la liberté, le danger, et il finit par se faire une petite notoriété dans l'Ouest, et il est connu, et à 14 ans, on lui demande d'appartenir au Pony Express. Le Pony Express, c'est un service postal où on traverse les États-Unis à cheval extrêmement vite, c'est-à-dire qu'il peut faire 500 km en une journée. Il y a des relais tout le long du chemin. Il y a au moins 400 chevaux à leur disposition. Et donc, c'est un rôle c'est un métier très difficile, extrêmement fatigant, et aussi avec beaucoup de responsabilités, parce qu'il a des courriers très importants. Donc, encore, il relie les États-Unis d'un bout à l'autre à cheval en allant très vite. Ça, c'est une statue à sa gloire aux États-Unis. Donc, à 14 ans, il fait ça. Comme il continue à être assez connu, il est ensuite recruté par la Kansas Railroad Company, Kansas Pacific Railroad, c'est-à-dire, ça c'est un timbre, mais c'est pareil, pour construire le chemin de fer à travers les États-Unis. Alors, éteignez votre micro. J'entends des bruits. Donc, on va l'embaucher pour débarrasser le terrain, pour déblayer le terrain pour la construction des rails.
Et là, on fait une pierre trois coups. Vous voyez cette photo, on l'embauche pour tuer des bisons. Comme il fanfaronne énormément, hein, il est très fanfaron, il a son Uranus ici sur l'ascendant, il veut qu'on voit comme il est absolument sensationnel, et puis le sextile Soleil-Jupiter, il en fait toujours beaucoup. Donc, il est connu et on lui demande, il est tout jeune, de venir tuer les bisons. Ça veut dire qu'on nourrit les employés du chemin de fer avec la viande de bison. Il en tue tellement que quand les bisons sont à terre, on prend la viande apparente et on ne retourne même pas les bisons pour prendre le reste. On les laisse comme ça, tellement on en tue. D'autre part, donc il débarrasse le terrain des bisons aussi bien que les trains ne vont pas dérailler. Et ensuite, aussi très important, il appauvrit les tribus indiennes qui n'auront plus de ressources. Ce qui fait que ça débarrasse le terrain, si on veut. Hein. Évidemment, il faut se remettre dans le contexte pour la colonisation blanche de l'Ouest, de l'homme blanc dans l'Ouest. Donc, lui, il est très fanfaron. Vous voyez, ça se voit dans son thème. Il est aussi, devenant de plus en plus connu, et ses talents sont réels, il est aussi recruté dans l'armée de l'Ouest pendant la guerre de sécession, l'armée de l'Union, c'est-à-dire l'armée nordiste. Il va se marier à 20 ans avec cette dame, Louisa. Ils auront 4 enfants, ça c'est sa petite dernière. Alors, évidemment, on ne va pas faire un pépère de notre cow-boy d'un seul coup. Il ne peut pas rester avec sa femme. Il aura une vie quand même extrêmement indépendante et très aventurière. Mais le maître de sa maison 7 et le maître de sa maison 4 sont conjoints en Poisson. Vénus est conjoint à sa porte visible ici, c'est-à-dire c'est un point très positif du thème. Et bien qu'il mène sa vie vraiment indépendante, il ne va jamais les abandonner, jamais divorcer et les soutenir toujours financièrement. Et donc, en fait, c'est son jardin secret ici, sa famille en Poisson de générosité. Et cette petite fille qu'on voit ici, quand il va construire un hôtel, il lui donnera le nom de sa dernière fille, Irma. Alors, en 1872, on lui remet la médaille d'honneur du Congrès pour son courage pendant les guerres indiennes. Je vous ai dit qu'il avait été recruté. Il ne fait pas partie de l'armée, ce n'est pas un militaire, c'est toujours un civil, mais on lui décerne quand même cette médaille qui est un très grand honneur et c'est extrêmement rare. D'abord, c'est rare de l'avoir quand on est militaire, mais alors quand on est un civil, ça n'arrive jamais. Eh bien, on lui décerne cette médaille. Et je vous ai mis les transits au moment de cette médaille et on voit à quel point ça a été extrêmement valorisant pour lui. Pluton est sur son Mars, donc ça on a fait un nouvel homme si on veut. Neptune est sur sa part de fortune, ça c'est la légende de Buffalo Bill qui commence à monter. J'ai oublié de vous dire que son surnom, il le tient aux ouvriers du chemin de fer parce qu'il se vantait, et c'était probablement vrai, qu'il était l'homme qui tuait le plus de bisons, le plus vite et en plus grande quantité. Il pouvait en tuer jusqu'à 70 par jour. Buffalo, c'est le bison, et Bill, c'est le diminutif de William. Voilà d'où ça lui vient, des ouvriers du chemin de fer. Donc, la légende monte avec Neptune sur la part de fortune. Sextile, il y a un sextile Saturne-Lune, il devient une gloire nationale. La Lune, c'est sa nation américaine. Et Jupiter, au trigone du Soleil, c'est pour sa réputation encore grandissante. Alors, la même année, c'est vraiment une année de grand honneur pour lui, on peut dire. Le frère du tsar de Russie, Alexis, était venu voir le gouvernement américain pour des questions diplomatiques et internationales gouvernementales. Il servait d'ambassadeur. Et le grand-duc Alexis a demandé à aller dans l'Ouest chasser le bison. Ça lui paraissait le summum du dépaysement. Donc, le général Custer, qui est ici, qui est lui aussi une légende, le général Custer qui va mourir à Little Bighorn. Donc, le général Custer a demandé à Buffalo Bill d'accompagner le grand-duc Alexis dans l'Ouest. Donc, ça a été toute une affaire. Hein. On a de partir avec le grand-duc et on l'a invité à la chasse au bison. Évidemment, le grand-duc n'arrivait pas à tuer un bison parce qu'un bison, c'est très impressionnant. La horde va très vite. Alors, Buffalo Bill lui a prêté son fusil
le grand-duc a tué un bison, il était très heureux, la journée était très réussie, il a ramené la dépouille en Russie et ça a beaucoup amélioré, ça a grandement contribué aux bonnes relations entre l'Amérique et la Russie à l'époque. Donc, en plus, il avait un rôle, on peut dire, diplomatique. On allait le chercher quand il y avait vraiment quelque chose d'important. Donc, la légende grandissait. Alors, ensuite, un journaliste, comme il finissait par être un peu connu, un écrivain le met en scène ses histoires, sa vie, romancée bien entendu, à Chicago, au théâtre. Il y avait une pièce de théâtre à Chicago et à New York, parce que les gens de Chicago et de New York, ce n'est pas des cow-boys, ils ne connaissent rien du tout à l'Ouest. Et donc, bon, ça lui plaît moyennement. Cette pièce a beaucoup de succès. Donc, il y va, il joue son rôle lui-même en 1873, mais il est très mauvais acteur. Il a d'autres talents, mais il ne sait pas jouer. Donc, ça ne marche pas. Il ne va pas continuer. Il va par contre retourner dans l'Ouest, continuer à guerroyer contre les Indiens. Il scalpe à ce moment-là un grand chef indien. Ici, scalper, ça veut dire il prend le cuir chevelu et toute sa coiffe d'Indien pour venger les soldats blancs qui ont été tués par les Indiens. Alors, en Sioux, les Sioux l'ont surnommé Paraska. Ça veut dire cheveux longs, parce que c'était un très bel homme, très bien de sa personne, qui cultivait son image et qui avait de longs cheveux bouclés. Ça impressionnait les Indiens. Alors, il s'est dit, c'est un homme, comme vous avez vu, il a beaucoup de planètes en poisson, et puis le maître de sa maison d'œufs est aussi en poisson conjoint à sa lune, donc il est très dépensier, très généreux, très dépensier. Donc, il publie sa propre autobiographie en 1879. Voici un exemplaire, La vie du très honorable William Cody, connu sous le nom de Buffalo Bill, où bien entendu, il raconte sa vie et comme vous voyez avec sa conjonction Mercure-Neptune, il en rajoute, rien n'est trop beau. Et puis Uranus est conjoint à l'ascendant et n'oublions pas la lune noire en 5 en Lion. Donc, il n'en a jamais assez de reconnaissance. La lune noire en Lion, il doit créer et être remercié et être reconnu pour sa magnificence, on peut dire. Donc, cette biographie est un immense succès et ça éponge un peu ses dettes. Il a l'idée, ensuite, l'idée formidable, l'idée incroyable, en 1883, c'est le théâtre qui lui avait donné cette idée-là, de monter le Buffalo Bill Wild West Show. Ça commence tout petit et puis ça se déploie très vite. C'est l'équivalent, si on veut, du Puy du Fou qu'on voit maintenant. Un grand spectacle à ciel ouvert avec beaucoup de spectateurs. On va y montrer du rodéo, du lasso, des fausses bagarres entre Indiens et cow-boys, l'attaque de diligence. Enfin, toute la vie du Far West va être montrée dans une immense arène et dehors. Lui, il a donc ce Mercure conjoint Neptune. C'est un bonimenteur. Il ramène du monde. Il est très bon orateur. Il sait vendre son affaire. Le discours qu'il tient fait rêver. Il est aussi très persuasif. Pallas est conjointe au Soleil et Mercure est sextile à Jupiter. Donc, il a beaucoup d'humour, il est très charismatique, son entreprise de show a un succès extraordinaire. Et pour vous dire, il embauche cette personne-là, Annie Oakley, qui est une jeune fille de la bourgeoisie, qui est très chic, donc ça fait très bien dans le show, mais c'est une tireuse d'élite. C'est aussi une légende de l'Ouest, elle a réellement existé, et elle est capable, Annie Oakley, de couper en deux une carte dans le sens de l'épaisseur, à tant de mètres de distance. C'est une grande vedette de son show. Alors, il embauche donc ces vedettes et aussi les Indiens. Alors, ça peut paraître bizarre que des Indiens viennent jouer leur propre rôle dans son cirque, si on veut. Mais alors, il faut savoir qu'ils ont tout perdu et ils perdent de plus en plus. Évidemment, ils perdent contre l'armée des Blancs, des officiers blancs, des soldats blancs. Donc, les bisons, il y en a de moins en moins. Leurs terrains sont pris
de plus en plus. En allant au Wild West Show, ils sont payés, ils ont un salaire, ils sont considérés et surtout, on les adore. Tout le monde vient pour voir des vrais Indiens, y compris les gens de New York et Chicago, etc. Alors, c'est un homme qui qui a un grand sens aussi de la publicité. Alors voilà, je vous ai mis des affiches de cette époque. I'm coming. Alors, je viens, c'est je viens, puis c'est toujours Buffalo Bill d'abord. Hein, ça, c'est sa lune noire en lion et en 5. Alors, des différentes affiches. Le voici avec des Indiens, des vrais Indiens en costume. Et là, il est avec Sitting Bull. Sitting Bull, c'est un grand chef indien qui a bien voulu venir. On ne l'embauche pas pour mimer des bagarres. Parce que quand ils font des bagarres avec les Blancs, forcément, c'est toujours à la gloire de l'homme blanc, bien entendu, et de la conquête de l'Ouest et la gloire de l'Amérique blanche. Donc l'Indien toujours perd la bagarre, même simulée. Donc Sitting Bull, il est venu pour la parade, c'est-à-dire avant et après, il y a des grands drapeaux et les chevaux font le tour de l'arène. Et là, Sitting Bull, en grande coiffe, fait son tour. Alors c'est Buffalo Bill qui lui a dit de mettre une grande coiffe parce que dans la vraie vie, il n'était pas comme ça, il ne mettait pas toutes ses plumes. Et il faut dire que les Indiens tenaient Buffalo Bill en grande estime parce que je pense que c'est toujours la même chose. Soleil, Vénus en poisson, c'est un homme honnête. Enfin, évidemment, il ne faut pas voir les critères de maintenant, c'est un tueur d'Indiens, on ne peut pas dire le contraire, hein, ça, c'est pas porteur maintenant. Mais on ne fait pas de la morale, on est dans l'histoire de l'époque. Il est fair-play. Quand il bat ou quand il tue un Indien, c'est par devant. Il ne va jamais donner un coup de poignard dans le dos. La bagarre est honnête, la bagarre est loyale. Et les Indiens lui reconnaissent ce côté loyal. Alors, on voit des exercices de tours, des tirs, des attaques de diligence, je vous ai dit, des danses indiennes. Les Indiens n'ont pas le droit de danser devant les Blancs chez eux, parce que ce sont des danses sacrées. Mais du coup, dans le show, des fausses danses indiennes, ça leur permet de ne pas complètement perdre leur culture et d'être... et puis de montrer ce qu'elles font. Donc, ça leur fait quand même plaisir. Alors, donc, Sitting Bull, il va parcourir les États-Unis et le Canada. Buffalo Bill emploie un immense orchestre. Il voit toujours très grand. Il a peur de rien. Et je pense que c'est le poisson. Hein, et puis Mars, toutes ces planètes en poisson, rien n'est trop grand. Milieu du ciel, Saturne, conjoint Neptune, il n'y a pas de limite. Il ne se retient pas. Et Mars est conjoint aussi à Jupiter, Jupiter maison 9. Donc le plus grand que lui, eh bien, il va toujours faire plus grand, plus grand. Et Mark Twain, l'écrivain Mark Twain, va lui donner l'idée, lui proposer d'étendre son show en Europe. Il avait eu un succès énorme en Amérique, dans l'Est, où on ne connaissait pas la vie des cow-boys, mais donc il part sur le State of Nebraska, c'est un navire, 800 hommes, 400 chevaux, et ils vont partir sillonner les routes d'Europe. Ils vont aller jusqu'en Ukraine. Un succès phénoménal. Par exemple, en Angleterre, la reine Victoria voudrait qu'ils viennent faire le cirque chez elle, dans ses jardins, mais il n'y a pas la place. Donc, elle va se déplacer, la reine Victoria et son premier ministre Gladstone, et venir voir le show de Buffalo Bill. Et à la parade, quand les drapeaux passent, eh bien, elle va mettre la main sur le cœur comme les Américains et, disons, saluer le drapeau américain. Donc, là encore, Buffalo Bill a fait œuvre de diplomatie, comme il avait fait avec le grand-duc Alexis. Alors, il fait jouer le Star Spangled Banner, l'hymne américain, mais ce n'est pas encore l'hymne américain, parce que ce sera seulement l'hymne en 1931. Mais on joue ça avec un immense orchestre, donc c'est absolument magnifique. Ils n'auront aucun succès en Espagne, par exemple, parce qu'ils font de l'ombre à la corrida. Et la corrida, c'est des petits taureaux méchants, dangereux et rapides. Et là, nous avons des bisons qui ne bougent pas, qui sont placides. Alors, ça fait de l'ombre. Les Espagnols n'aiment pas le show de Buffalo Bill. En France, il va venir en France. Alors ça, c'est une photo prise en France des spectateurs. Alors, c'est comme ici au cirque,
quand le show est terminé, on peut aller voir les artistes, se promener parmi leurs tentes, parce qu'il y a des tipis, enfin, ils vivent sur place, etc. On va leur parler, on va les voir. Donc là, on voit des Français, je ne sais plus où c'est, il va voir 120 villes françaises et un vrai Indien. Les Indiens sont contents. Alors, il a aussi inventé, Buffalo Bill, évidemment, avec Uranus sur l'ascendant, il ne manque pas d'idées. Il va inventer comment on appelle ça, le produit dérivé. Le produit dérivé, c'est-à-dire que les Indiens vont fabriquer des vrais faux tomahawks, des arcs, des flèches, ils vont vendre des plumes, des trucs aux touristes, enfin aux spectateurs. Et encore maintenant, dans les musées de province, on trouve un vrai tomahawk, une vraie flûte, un vrai arc indien, mais enfin c'est un faux, mais c'est quand même un vrai vendu par les Indiens, amené par Buffalo Bill. Et Sitting Bull avait signé un contrat pour avoir un pourcentage sur les ventes de toutes les bricoles que les Indiens fabriquaient et vendaient à l'entracte. Donc, c'était vraiment gagnant-gagnant. Alors, il y a un moment où il y a un virage, on va dire, dans sa vie. C'est qu'en 1901, il subit un énorme accident de train. Il est en Amérique, il vient de faire un spectacle, il y avait 12 000 personnes qui étaient venues le voir en Caroline du Nord. Et le matin, c'est tellement gros son déplacement, tout son cirque, il y a 2 trains. Buffalo Bill est dans le premier train. On dit à la locomotive c'était une voie seulement, un chemin de fer avec une seule voie. Donc on dit au train qui arrive en face de se ranger, un train va passer, le train de Buffalo Bill, il faut le laisser passer. Donc le gars en face se range, laisse passer Buffalo Bill, mais on ne lui a pas dit qu'il y avait 2 trains. Donc le train d'en face repart, et le deuxième train, dans lequel il y avait beaucoup de bétail, et dans lequel il y avait Annie Oakley, je vous ai dit, la tireuse d'élite formidable, elle était en retard. Du coup, elle avait pris le deuxième train. Et donc, les 2 trains se sont heurtés de plein fouet, de face, et ça a été un accident épouvantable. En 1901, les gens de la ville, en Caroline du Nord, à Lexington, sont venus aider, ramasser ce qu'ils pouvaient. C'était des wagons en bois, donc ça avait explosé dans l'herbe. Il y avait des blessés, il n'y a pas eu de tués, mais il y avait des blessés, des bêtes qui couraient partout, qui étaient blessées. Donc, on a dû les héberger, les soigner, leur donner à manger. Et on ne pouvait pas prévoir de nourrir 1000 personnes comme ça d'un coup. Enfin, ça a été très long pour repartir. Et alors, Buffalo Bill, il n'a rien eu, lui, puisqu'il était dans le premier train. Mais ça l'a beaucoup, beaucoup heurté. Alors, Uranus est carré à sa Vénus, on le voit, hein, ça c'est les transits de l'accident. Vénus est maître de sa maison 2, il a perdu beaucoup d'argent dans l'affaire. Hein. Jupiter et Saturne sont carrés à son ascendant, donc ça l'a vraiment heurté personnellement. Et en direction symbolique, le nœud nord est arrivé sur Mercure, Mercure maître de sa maison 3. Et ce qui ne s'invente pas, Pluton était pile sur la cuspide de sa maison 3. Ce qui nous montrerait que l'heure est assez juste, malgré tout. Pluton était la maison 3, un accident dans un petit déplacement. C'était une petite... enfin, c'était un gros déménagement, mais ce n'était pas une très longue distance, c'est quand même maison 3. Et puis, la Lune en dirigée était arrivée sur Mars. Mars, évidemment, la violence, etc. Et c'est aussi maître de son ascendant. Donc, on ne peut pas dire que ça ait donné un coup fatal. On ne peut pas le dire, puisque en 1905, il est reparti en Europe. Il était encore en France en 1905. Il est allé 2 fois en Europe. Il a remonté la pente. Mais ça, quand même, ça amorçait un déclin. Hein. Alors, cet accident, ça a été terrible. Donc, il vieillit, Buffalo Bill, et malheureusement, en 1913, il est obligé de raccrocher les fusils parce que, qu'est-ce qui se passe en Amérique en 1913 ? Le cinéma hollywoodien commence. Et ça, le cinéma, c'est une grosse concurrence à son show. Lui, il est vieux, vous voyez, c'est plus du tout quand même comme autrefois. Il a une moumoute sur la tête parce qu'il n'a plus de cheveux. Et il s'est essayé au cinéma, mais il est mauvais acteur et de toute façon, on ne peut pas l'enfermer sur un plateau, ça ne marche pas. Donc,
il va devoir vendre son cirque. C'est très, très triste pour lui. À ce moment-là, Saturne est au carré du Soleil-Vénus, du mi-point, Saturne est au carré de la Lune. La Lune, c'est son fond du ciel, hein, c'est sa maison, c'est tout ce qu'il avait bâti. Chiron arrive au mi-point Soleil-Vénus, donc c'est ses créations, enfin tout ce qui lui tient à cœur. Et Uranus est au carré de Jupiter. Jupiter, c'était tout ce qu'il avait de plus grand. Donc, voilà, je vous ai mis Calamity Jane parce qu'il y a aussi la question pourquoi il vend son cirque, c'est qu'il est criblé de dettes. Évidemment, il gagne beaucoup d'argent, mais c'est aussi beaucoup d'argent de tenir un cirque pareil. Il avait essayé de... Bon, Calamity Jane, c'est une vieille copine de l'Ouest. Évidemment, ils se connaissaient. Seulement, elle, c'est une alcoolique terrible et elle n'a pas pu jouer il n'a pas pu l'embaucher parce qu'elle n'est pas fiable. Elle boit trop. Donc, il lui a payé son billet de train pour qu'elle reparte. Alors, en même temps, pour se débarrasser d'elle, parce qu'elle faisait des scandales, mais aussi parce que de toute façon, elle n'avait pas d'argent. Donc, elle est repartie dans le Dakota. Donc là, voilà, c'était sur la fin. Donc, lui, quand il a vendu son cirque, il s'est fait embaucher dans un petit cirque concurrent pour quand même gagner un peu d'argent. Et il a fondé une ville, la ville de Cody, puisqu'il s'appelle William Cody. Il a fondé Cody dans le Wyoming. Je vous ai mis où c'était, le Wyoming. Et donc, c'est au nord-ouest du Wyoming, là où il n'y a rien. Vous voyez bien, il n'y a rien. Au milieu de nulle part, il a fondé cette ville. Ah, il y a mon truc qui fait des traits. Voilà l'hôtel. Je vous ai dit qu'il avait fait un hôtel. Irma, c'est le nom de sa petite fille. Il existe toujours, cet hôtel, à la gloire de Buffalo Bill. En fait, c'est une ville où on va uniquement pour Buffalo Bill. Hein, je ne suis jamais allée, mais je regrette. Enfin bon, la gloire de Buffalo Bill. Et là, on voit dans cette ville des reconstitutions de villages Far West, quoi. Des villes du Far West, etc., des carrioles. Et bien entendu, ils ont un très célèbre rodéo à Cody, dans le Wyoming. Donc, c'est quand même aussi sa mégalomanie d'avoir fondé une ville et de l'avoir appelée Cody. D'ailleurs, c'est amusant, il ne l'a pas appelé Buffalo City, non, il l'a appelé Cody. Alors, ensuite, quand il est plus vieux, il va se retirer chez sa sœur, ici. Ça, ce sont ses 4 sœurs. Je vous ai dit qu'il était soutien de famille et qu'avec toute sa générosité, hein, Soleil, Vénus, Lune, eh bien, il s'est toujours occupé de sa famille et il est mort dans cette maison chez cette sœur-là. Et comme quand il est mort en janvier de 1917, la ville de Denver, où habite sa sœur, voulait l'enterrer à Denver et la ville de Cody voulait l'avoir chez eux. Donc, ça a duré 6 mois de bagarre pour savoir où on allait enterrer Buffalo Bill. Finalement, il est enterré à Denver au mois de juin. Vous voyez la foule qui suit les funérailles, parce qu'il est une légende déjà à ce moment-là, lorsqu'il meurt. Et puis, ça, c'est sa femme qui va mourir quelques années plus tard. Et là, c'est sa tombe à Denver, dans un cimetière de Denver, où les gens viennent voir toujours Buffalo Bill. Je ne sais pas pourquoi ma souris fait des traits. Vous voyez les traits, vous aussi? Moi, oui, ben, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc voici le mythe de Buffalo Bill, c'est-à-dire on a peut-être par l'astrologie compris comment un cow-boy, ce qu'il y a quand même de plus poussiéreux et de plus pauvre et de plus dur comme travail, a eu le génie de faire un show, d'être un producteur de spectacles et d'avoir fait de sa propre vie une légende. Parce que tous les westerns qui vont suivre au cinéma, on les doit à Buffalo Bill. Ils se sont tous inspirés de son autobiographie. Et ensuite, évidemment, le cow-boy, c'était devenu quelqu'un avec des beaux éperons étincelants, un beau chapeau tout neuf, et un John Wayne, quoi. C'est devenu John Wayne, etc. Ce que ça n'était pas avant Buffalo Bill. Eh bien, c'est à lui qu'on doit tout ça, d'en avoir fait une légende avec des exploits sensationnels et forcément de toujours gagner les batailles contre les Indiens. C'est lui le précurseur et c'est à lui qu'on le doit.
c'est probablement son ascendant Bélier d'être le précurseur comme ça, et Uranus sur l'ascendant. Et ce qui est très frappant, c'est qu'aussi rien n'était trop grand. Avec tout ce poisson, rien, il ne reculait devant aucune difficulté. Alors maintenant, est-ce que vous avez des questions astrologiques que vous voulez faire plus tard? Non? Alors, Nathalie, elle va continuer pour ceux que ça intéresse, parce qu'on a beaucoup de dames ici, beaucoup de dames suivent l'étoile évolutive, donc peut-être que ça va les intéresser de voir en parallèle ce que ça donne d'un point de vue de l'étoile évolutive. Donc, Nathalie, si tu veux. OK. Alors, donc, l'étoile évolutive, c'est un outil que nous avons créé, Catherine et moi, qui va prendre en compte l'identité de l'individu, donc son nom, son prénom et son nom de naissance, ainsi que, bien sûr, sa date de naissance. Et avec ces éléments, on va monter une étoile qui s'appelle l'étoile évolutive, qui est un thème où il va y avoir 17 emplacements qui sont bien évidemment déduits par les informations de la date de naissance et de l'identité. Alors, très volontairement, je vais vous la présenter de manière très succincte parce que sinon, je vais vous noyer dans des détails qui vont vous faire décrocher et rendre les choses peu intéressantes. Si on regarde déjà dans un premier temps l'étoile de Buffalo Bill, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'arcanes dans son étoile évolutive qui contiennent des animaux. Donc, vous avez l'arcane du chariot qui, effectivement, on sait qu'il conduisait des diligences, qu'il a été cavalier du Pony Express. Nous avons aussi la roue de fortune qui contient des animaux. Nous avons l'arcane de la force. Vous verrez tout de suite après que cette arcane de la force est très importante dans l'étoile de Buffalo Bill parce qu'elle est vraiment à des postes fondateurs. Alors, ce qui est intéressant de voir dans cet arcane de la force, c'est aussi ce magnifique lion avec sa crinière et on sait que Buffalo Bill, il avait les cheveux longs et que bien évidemment, à l'époque, les chevaux, c'était un symbole de puissance. D'ailleurs, pour enlever la puissance à un adversaire, on le scalpait pour justement lui enlever sa chevelure, c'est-à-dire lui enlever sa puissance. Et donc, les arcanes de tarot, l'intérêt qu'ils ont… Donc, je voulais dire, pardon, je te coupe, c'est que c'est vrai de toutes les civilisations. Il y a la puissance est dans les cheveux. Oui, mais complètement. Et donc, ce qui va être intéressant dans l'étoile évolutive avec les arcanes de tarot, c'est qu'en regardant l'image, on va avoir déjà des informations particulièrement intéressantes. Et puis, un autre arcane qui contient des animaux, c'est bien évidemment l'arcane du monde. Donc, où là, il y a ces trois animaux, dont notamment le lion qu'on retrouve, et puis le taureau en bas. Et puis l'arcane du mat aussi. Donc déjà, quand vous avez une étoile évolutive où il se présente de nombreux arcanes où il y a des animaux, on peut déjà commencer à se poser des questions. Ça peut vraiment orienter une destinée en lien justement avec le règne animal. Alors, maintenant, si on rentre un petit peu plus en profondeur dans l'étoile évolutive de William Cody, parce que bien évidemment, on a fait son étoile évolutive avec sa véritable identité, eh bien, nous allons regarder les deux postes d'en bas, c'est-à-dire que nous, on appelle le poste 3 et le poste 5. Et là, vous voyez quelque chose de très important, c'est que ces deux postes bien différents contiennent tous les deux le même arcane, c'est-à-dire la force. Donc, cette notion de puissance physique, mais de puissance psychologique aussi, bien sûr, va être
profondément marqué dans l'étoile de Buffalo Bill. Alors, sur des postes fondateurs tels que le poste 3, c'est-à-dire celui qui est tout en bas, et celui-là, il est absolument fondamental. D'ailleurs, vous le voyez sur le dessin, c'est un petit peu sur ce poste-là que repose toute l'étoile évolutive. Donc, ce poste 3 va être notre programme de vie. Et sur un poste fondateur comme ça, eh bien, le numéro de l'arcane peut correspondre à un âge où il s'est passé quelque chose d'important. Alors, on sait que l'arcane de la force, c'est l'arcane 11. On sait que Buffalo Bill a perdu son père à 11 ans. Donc déjà, ça vient nous apporter des précisions quand même particulièrement intéressantes et qui sont complètement en lien avec l'arcane de la force, parce que l'arcane de la force, c'est vraiment cet arcane central dans le tarot. En tarot, on a 22 arcanes majeurs, donc la force prend cette position centrale un petit peu sur lequel tout repose. Donc, à 11 ans, il perd son père et il devient le chef de famille. Donc, le chef de famille, ça veut dire que effectivement, la famille va se reposer sur lui. Alors, cette notion-là, de où la famille va se reposer sur lui, ça va être en lien aussi avec ce pape en poste 13 que vous pouvez voir au centre de sa colonne de lumière, c'est-à-dire cette colonne verticale qui est au centre de l'étoile. Et un arcane au poste 13 va toujours nous parler de l'aspiration la plus grande d'un individu. Et Buffalo Bill, il a un pape. Donc, on pourrait presque sous-entendre quand on entend le mot pape, c'est-à-dire ce rôle paternel, en fait. Quelque part qu'il a complètement joué, d'ailleurs, dès le décès de son père. En plus, un pape va nous montrer ce côté généreux, bienveillant, qui aime prendre soin aussi de ses proches. Et puis, il y a un élément qui est absolument fascinant dans l'étoile évolutive de Buffalo Bill, c'est ces deux jugements. Vous voyez cette colonne de lumière. Alors, la colonne de lumière, elle est trouvée par l'identité de la personne. Et cette colonne de lumière, moi, je la trouve absolument fascinante parce qu'elle commence par l'arcane du jugement et elle se termine au poste 16 avec encore l'arcane du jugement. Donc, on sait que Buffalo Bill, bien évidemment, c'est un personnage de légende. Mais on peut se dire, mais finalement, c'est quoi une légende? Une légende, c'est une histoire qui a su traverser le temps. Alors, une légende, c'est toujours basé sur des faits réels, des choses qui ont réellement existé. Et puis après, qui ont été enjolivés d'un côté, les détails les moins intéressants, on les a justement laissés de côté. Et il y a un moment donné, sur un personnage de légende, on ne sait plus démêler du faux du vrai. Et c'est exactement, le cas de Buffalo Bill, puisque quand Catherine et moi nous parlions que nous allions présenter justement le thème astrologique et l'étoile de Buffalo Bill, on a eu plusieurs fois cette réponse en nous disant « Mais Buffalo Bill, il a existé en vrai ou pas ?» Donc déjà, cette question, c'était drôle parce que ça nous montrait qu'effectivement, ça devient une légende et on ne sait plus démêler le faux du vrai. Donc oui, Buffalo Bill a véritablement existé et son vrai nom, c'est William Cody. Donc, un personnage de légende, certes, puisque tout le monde connaît ce nom de Buffalo Bill. Et l'arcane du jugement, ce n'est pas seulement cette notion de légende, parce qu'en fait, l'arcane du jugement, c'est on va parler de nous. Voilà, et effectivement, une légende, on en parle. Mais l'arcane du jugement, c'est aussi d'autres choses. C'est l'appel de plus haut que soi. Et puisque vous voyez, il y a un ange avec sa trompette qui vient lancer un appel aux terriens que nous sommes. Un petit peu comme s'il y avait une voix, la voix de notre âme ou la voix de, peu importe, mais en tous les cas, une voix supérieure à nous qui nous appelle.
Et Buffalo Bill le dira lui-même, je n'ai jamais pu résister à l'appel. L'appel de quoi? Eh bien, l'appel du sentier, il disait. Donc, l'appel du sentier, on voit bien au niveau de son étoile évolutive un mat au poste 12. Donc, le mat, c'est ce personnage qui rêve de liberté et de grands espaces. D'ailleurs, le mat, il rêve tellement de liberté que d'ailleurs, c'est le seul à ne pas avoir de nombre, de numéros dans le tarot. Donc, l'appel du sentier, il va se voir non seulement par ce mat au poste de 12, mais aussi par quelque chose qu'on appelle un arcane secret, parce qu'une étoile évolutive, c'est effectivement ces 17 arcanes que vous voyez, mais une étoile évolutive, c'est aussi beaucoup d'arcanes secrets qui ne sont pas visibles dans l'étoile, mais qui apparaissent par l'addition de 2 arcanes, donc c'est-à-dire de 2 postes. Et les 2 postes extrêmement importants que sont le poste 3 et le poste 5, eh bien, si on les additionne tous les deux, ça nous donne ce qu'on appelle la promesse de vie. Et Buffalo Bill ayant une force en poste 3 et une autre force en poste 5, eh bien 11 plus 11, on va retrouver ce 22, c'est-à-dire ce mat, vraiment celui qui aspire à la liberté et aux grands espaces. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui nous interpelle dans son étoile évolutive, c'est cet arcane sans nom qui est au sommet de son étoile évolutive. Alors, quand on ne connaît pas bien le tarot, l'arcane sans nom, elle peut avoir mauvaise presse parce que ce squelette avec cette faux, ça peut faire un petit peu peur et elle peut être assimilée à la mort, alors que en fait, c'est le seul arcane qui n'a pas de nom, puisque justement, il vient nous demander de travailler sur l'identité. Et en fait, eh bien, Buffalo Bill, il a laissé son nom à l'histoire. On voit c'est devenu un personnage immortel, en fait, en quelque sorte. Et nous voyons aussi un autre arcane, son nom, au poste 4. Donc, le poste 4, c'est celui qui est sur la gauche. Et celui-là, il vient toujours nous parler d'une blessure. Donc, effectivement, William Cody avait une blessure d'identité. Quand on perd son père si jeune, évidemment, comment dire que ça peut créer une blessure d'identité. D'ailleurs, on voit ces tentatives de réparation par rapport à cette blessure d'identité, puisqu'il fonde une ville et il lui donne le nom, enfin son nom et en même temps, bien sûr, le nom de son père. Et puis, quand il va fonder un hôtel aussi, il va lui donner le nom de sa petite fille. Donc, cette notion, j'allais dire, de laisser des traces, eh bien, des traces de son identité, bien sûr, comment dire que c'est en lien avec cette blessure d'identité de l'arcane son nom en poste 4. Et celle du poste 17, c'est là où se trouve une notion de guérison. Donc, quelque part, en mettant son nom dans l'histoire, eh bien, il vient justement guérir cette blessure d'identité. On remarque aussi qu'il a un ermite au poste 14. L'ermite, c'est vraiment l'amoureux de la nature. Hein. Et pour lui, bien sûr que la nature, c'était quelque chose de très important. En plus, amplifié avec ce mat du poste 12, c'est vraiment la nature et la notion des grands espaces. On voit aussi qu'il a un monde dans le poste 6. Et c'est ça qui lui donne en fait cette notion d'envergure. Parce que Buffalo Bill, c'est quand même un personnage d'envergure pour avoir justement créé notamment, comment dire, ces spectacles. Et c'est quelqu'un qui voit grand et toujours plus grand. D'ailleurs, on voit qu'il a les arcanes les plus hauts du tarot, c'est-à-dire le mat,
arcane 22, même s'il n'a pas le numéro, le monde, arcane 21, le jugement, arcane 20. Donc, pour lui, en fait, voilà, il veut toujours plus grand. Bien sûr qu'il aime la liberté et les prises de risques. D'ailleurs, on voit que son étoile évolutive contient ces arcanes de prise de risque tels que le chariot, la roue de fortune, le mat, et puis bien sûr la roue de fortune qui vient nous parler aussi de cette notion de liberté. Roue de fortune et mat, ce sont vraiment deux arcanes de liberté. Mais cette roue de fortune en poste 1, qui est le poste de ses talents, eh bien, vient nous parler de son côté précurseur, puisque comme Catherine vous l'a dit, évidemment qu'il y a toute cette dimension du précurseur, et d'ailleurs, bon, par rapport à ses spectacles, bien sûr, mais quand il invente, c'est lui qui a inventé les objets dérivés, c'est-à-dire ces objets qui étaient fabriqués par les Indiens et vendus lors des spectacles. Et puis, une roue de fortune, c'est celui qui sait saisir les opportunités et je dirais presque même les provoquer. Donc, en astrologie, on a vu qu'il a Mars conjoint nœud sud en Taureau. Et avec l'étoile évolutive, nous avons aussi un arcane secret qui nous parle des racines karmiques. C'est l'addition de l'arcane en poste 3 et de celui en poste 10 qui nous parle de notre transgénérationnel. Donc, si on additionne la force arcane 11 plus le jugement arcane 20, bien sûr, ça nous donne 31 et donc ça nous donne 4 en tarot qui nous renvoie à l'empereur. Donc, lui, avec son nœud sud conjoint Mars en Taureau, bien évidemment, dans l'étoile, ça vient complètement s'illustrer avec des racines karmiques empereurs, qui est l'empereur qui nous parle bien évidemment de territoire et dont la légende d'ailleurs va perdurer pour justement faire rentrer son nom dans l'histoire. On peut dire aussi que Buffalo Bill, c'est un jusqu'au-boutiste. Alors justement, nous avons traité de ce sujet des jusqu'au-boutistes précédemment à Laura. Et Buffalo Bill aurait pu être un de nos personnages aussi du jusqu'au-boutiste parce qu'il a ces deux forces. Et ces deux forces, c'est un alignement qui nous fait absolument pas dévier de notre trajectoire. Et justement, c'est ce qu'il a incarné avec toute sa puissance et aussi, bien sûr, sa persévérance, cette volonté d'aller jusqu'au bout. Donc, bien sûr qu'on peut continuer encore indéfiniment par rapport aux explications de l'étoile évolutive, mais je ne voulais pas trop vous noyer, comment dire, avec des explications pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'étoile. Mais maintenant, j'allais dire que les débats sont ouverts et justement, c'est le moment pour vos questions, mais pour nos amis de l'étoile évolutive, pour pouvoir ajouter aussi, si elles le souhaitent, des détails, des analyses qu'elles auraient pu voir par rapport à l'étoile évolutive ou par rapport à l'astrologie d'ailleurs. Et oui, aussi. On attend le flux des questions qui ne va pas tarder, le temps de formuler. Il y a vraiment quelque chose de très charismatique chez ce monsieur. Ah oui. Très, très charismatique, mais on sent qu'il est beaucoup. Il y a Vénus aussi, il y a ce paraître. Oui, très important. Les affiches, il est quand même. C'est lui. Oui, toujours. Tu as tout à fait raison. C'est cette lune noire en Lion. Je veux être vue, être vue. Et puis Soleil-Vénus, je pense que ça donne aussi avec la Lune, oui, beaucoup de charisme, tu as tout à fait raison, un charme formidable. C'est le Poisson aussi, ce charme, probablement. Mais tu as raison, les affiches, c'est toujours lui. Et I am coming. Et les affiches en France, c'est écrit « Je viens ». Donc, il ne doute pas, on l'attend.
tu as tout à fait raison. Oui, oui. J'arrive, j'arrive. C'est ça qu'il dit en France. J'arrive. On sent quand même il a une haute opinion. Et puis, Mégalo, ah oui. il y a Oui, un côté mégalo. D'ailleurs, ah ce oui. cirque gigantesque, le fait de se faire Oui, une ville, oui, oui, oui. Tu as c'est tout à fait rien que raison. pour lui. Je veux dire, le gars, il a Oui. quand même un peu le melon, quoi. Hein. Ah oui, 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 ça, comme tu dis. Et puis regarde cette autobiographie. L'autobiographie, elle dit la vie du très honorable William Cody. Alors, connu comme Buffalo Bill. Et il a fait ça très tôt. Hein. C'était en 79. Donc, il avait à peine 30 ans qu'il écrivait déjà ses mémoires. Surtout Et cette il a concentration de oui, planètes aussi. extraordinaire Oui, qui fait oui, donc c'est une destinée incroyable quand même. ça fait un expert dans sa Un matière, dans expert, sa ouais. partie. Hein. Il ne s'est pas dispersé. En fait, il s'est quand même dispersé puisqu'il a fait du show. Mais ce qu'il a fait, c'était toujours la même histoire. Le cow-boy, si on veut. Ses mémoires, c'est des mémoires de cow-boy. Le show, c'est encore un cow-boy, même s'il a beaucoup grandi et qu'il a fait beaucoup de choses. Mais c'est toujours l'aventure, toujours enfin toujours pareil, quoi, si on veut, toujours à cheval, toujours avec les bêtes. Oui, oui, oui. Et le côté, il lui faut de l'air. Hein, que je crois que tu l'as dit à un moment, Exactement. Catherine, Oui, c'est oui, pas oui. quelqu'un qu'on peut enfermer. Hein. Exactement. La mine, ça Il donnait lui faut de rien. l'air et de l'espace. Et là-dessus, je Oui. pense que le Uranus conjoint ascendant, il est fort. Ah oui, oui, oui. Oui, Et oui, oui. par contre, c'est un main en 12 où il y a quand même une notion un peu d'enfermement. On le ressent Oui. dans sa vie. Alors, c'est peut-être son caractère empathique. Peut-être, ça c'est vrai. Oui, oui. Oui. Et c'est vrai que le côté, ce besoin de grands espaces, ça peut être justement la peur de se retrouver Oui. coincé. C'est-à-dire il a une espèce d'intuition de la maison 12 qui est très désagréable. Et pour fuir cette désagréable sensation, il lui faut pousser les Plus grand. ciels. Plus grand, plus grand. Oui, 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 parce que même Trappeur, il se trouvait coincé. Trappeur, c'est déjà pas mal. Non, non, ça lui allait pas. Il fallait plus grand, plus loin. Mettre des petites, oui, comment on appelle ça, des appâts, là, des trappes pour attraper les renards, c'était pas assez grand. Il lui fallait plus. Alors la mine, il n'en était pas question non plus. Oui. Mais c'est vrai Maison 12 aussi. maison avec un ascendant bélier, et effectivement, ça l'a quand même bien poussé. En plus, le Uranus, il a sauvé. Oui, oui. Martine nous signale un ouvrage récent et intéressant d'Éric Vuillard sur Buffalo Bill. Oui, alors là, il attaque énormément. Il en a fait une question morale, ce que bien sûr, on n'a pas fait nous, parce que c'est une question, nous on fait de l'astrologie, on ne va pas chercher dans le moral. Mais Éric Vuillard, c'est la tristesse de la Terre, un nom comme ça, je crois que c'est comme ça. Et évidemment, il prend la défense des Indiens, évidemment, et il explique à quel point c'est une horreur. Et de notre point de vue maintenant, évidemment, un siècle après, c'est pas du tout pas, c'est pas. Enfin, évidemment, il trouve que, enfin, dans ce livre, il pleure avec les Indiens, si on veut, Éric Vuillard, avec ce qu'ils ont perdu. Évidemment, ils ont tout perdu, ça c'est évident, c'est sûr. C'est sûr. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que les ayant massacrés quand même de cette façon-là, il ait pu quand même très bien s'entendre avec Sitting Bull, avec un chef, Sioux, et les embaucher dans son cirque, et les Indiens venaient avec lui, voir du pays. Enfin, c'est quand même remarquable d'arriver à ça. C'est tout à fait étonnant, parce que Oui. on peut quand même penser, vu qu'il les tue quand même, Oui, ah ben oui. je veux dire, et puis en plus, ils ont quand même cette espèce de fierté, mais non, Oui. ils pactisent avec lui, ils vont faire les guignols, ils vont faire le cirque. Oui, Je veux dire, c'est quand exactement. même, c'est Oui, fou, oui. ça, quand même. Oui, oui, mais ils sont payés, et puis ils sont tellement admirés, adorés par le public, les Français, enfin tout le monde, les Blancs industrialisés, on va dire, modernes, eh bien, ils n'ont jamais vu un Indien. Donc, on fait des photos, on leur achète les choses. De toute façon, c'est ça ou rien, je pense. Parce que Nixon a officialisé les réserves. Et une réserve indienne, ça a l'air d'être quelque chose de triste, mais en fait, ça les a protégés parce que du coup, on ne peut pas toucher à leur territoire. Et puis, ils ont des lois qui les protègent. Par exemple, ils ont leur propre casino. En fait, c'est une protection, ces réserves que Nixon a organisées. Alors qu'avant, ben, il n'y a rien. Ils n'ont plus rien. On a tué les bisons,
Et tuer le bison, ça veut dire qu'ils n'ont plus rien du tout. On les a complètement anéantis. Donc, c'était quand même une porte de sortie, j'imagine. Et puis, ils allaient voir du pays. Et puis, ils avaient un salaire. C'est quand même formidable quand on, quand on pense qu'on n'a plus rien et qu'on a un salaire. C'est quand même lui qui les a ruinés. En même temps, oui, qui a tué leur bison. C'est lui, oui, c'est très, très curieux. Hein. Il leur coupe les vivres et puis après, il leur dit, vous inquiétez pas, si vous bossez pour moi, je vous donnerai des sous, quoi. Oui, mais c'est de l'ambivalence poisson, je pense aussi, ça. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est curieux. Mercure de Neptune, quand même, qui doit donner quand même cette facilité de parler, de flouter l'autre. Absolument. Oui, c'est un bonimenteur. Oui, tu as tout à fait raison. Pour attirer du monde à son spectacle et puis embobiner les artistes, etc. Oui. Ah oui. Parce que dans Bonimenteur, il y a Boni, mais il y a menteur. Menteur. Ah oui. Parce que quand on lit sa vie, là, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Il y a des choses, on s'en souvient, c'est certain. Il y a eu des articles de journaux, des photos, etc. Puis d'autres choses, bon. Alors, il a tué 70 bisons, il en a peut-être tué que 20, ce qui est déjà remarquable. Mais enfin, bon, sur les chiffres, il doit grossir les choses aussi pas mal. Hein. Forcément, c'est comme un pêcheur. Côté poisson, ouais. C'est quelqu'un visiblement qui, là-dessus, peut-être que côté Uranus, mais qui était vraiment un précurseur en termes de communication. Il savait communiquer, il savait amplifier, il savait la publicité quelque part. Exactement, toutes ces affiches. Absolument, absolument. Et comment faisait-il? Je ne sais pas comment il faisait pour arriver dans un pays, une langue, enfin, de pays en pays, le terrain était déjà réservé. Il fallait vraiment qu'il ait le bras long et un gros réseau. Des personnes qui allaient en avance. Par exemple, il avait loué un terrain à Neuilly. Ça avait coûté extrêmement cher, paraît-il, de s'installer à Neuilly. Il s'est installé au Champ de Mars, sous la Tour Eiffel. Il a sûrement fallu des autorisations, une organisation formidable pour planter. Ils arrivaient avec les tipis, les Indiens. Alors, ils plantaient leurs tipis, ça avait une allure folle. Et les gens pouvaient se promener comme ça. Cécile nous dit que c'était un précurseur en marketing. Absolument, exactement, c'est vrai. Oui. Et puis alors, ils sont allés voir le pape. Je ne sais pas qui, Sitting Bull est allé voir le pape. Et ils ont trouvé que ce Tom Blanc, il ne valait rien du tout parce qu'il n'avait pas sauvé je ne sais pas qui est mort quand même. Et puis, ils ont quand même baisé la main du pape. Ils se sont promenés. Il y a des photos des Indiens avec les plumes jusque par terre sur les gondoles à Venise. Enfin, c'est complètement surréaliste. Hein. Complètement surréaliste. Est-ce qu'on pourrait dire que les qualités poisson, les qualités d'empathie, d'intuition, par le fait que toutes ces planètes personnelles, parce que je remarque que toutes ces planètes personnelles jusqu'à Vénus sont dans le poisson et en signe intercepté. Donc, comme s'il les gardait que pour sa famille, que pour, pour lui-même et ses proches. Quoi, voilà. Donc, son jardin secret, oui. Son jardin secret, oui. Fabienne en parle aussi de cette maison 12, les choses cachées. Oui. Et apparemment, il y a certains sites qui disaient que justement, il était quand même s'il tuait les Indiens, il leur fournissait de la viande. Enfin, il avait peut-être une activité parallèle pour les aider, en fait, de façon cachée. Alors, il faudrait peut-être creuser. Ce côté caché. Oui. Il jouait peut-être double jeu. Oui, et cette notion cachée est d'autant plus d'autant plus que cette notion cachée, on va la retrouver dans la papesse au poste 11 dans son étoile évolutive. Elle est ici. Et elle est aussi, si on soustrait, parce qu'on peut additionner et puis on peut soustraire. Et on peut soustraire la plus haute et la plus basse. C'est très important, cette soustraction. Et on trouve encore une papesse. Et donc, cette papesse, c'est le secret. Et une légende. C'est beaucoup de secrets aussi. Autrement, ce ne serait pas une légende. Aurait-il été amoureux d'une indienne? On ne sait jamais. Ah, alors là, on va écrire un livre. Peut-être que c'est ça, en fait, les choses cachées. Absolument. Oui, on ne sait pas. En tout cas, il n'a jamais divorcé de sa femme, Louisa. Oui. Mais il avait le sens du devoir, peut-être. Oui.
Les apparences aussi. Oui. Ah oui. Était-il fidèle? Oui. Ah, on ne sait pas. Je ne sais pas. Ah. Bah, Vénus en 12, en poisson. Ah oui, et poisson en plus. Hein. Je pense que hein. alors, il était quand même très apprécié du chef indien Sitting Bull, comme vous avez pu voir, et très apprécié du général Custer. Il faut quand même le faire. Parce que lui, Custer, il a quand même fait des bourdes formidables, il s'est très mal comporté, ça a été Wounded Knee, enfin, et puis il a été tué par les Indiens. Hein, l'armée, quand même, l'armée américaine, elle a pas fait des... On ne peut pas dire qu'elle était appréciée des Indiens dans son ensemble, et ses généraux non plus. Et ben lui, il avait la confiance de Custer et la confiance de Sitting Bull, les deux. Ah ben ces poissons, ça jouait un peu sur les deux tableaux, hein, aussi. Oui, mais oui, le côté double face. Mais ce sont ses grands talents. Ce qu'il faisait apprécier, c'est que, bien honnêtement, personne ne pouvait chevaucher aussi vite que lui, personne ne pouvait tirer aussi bien, enfin, etc. Tout ce qu'il savait faire, on ne pouvait pas le nier. Et c'était un homme, bon, enfin, de parole, c'est peut-être pas vrai, parce qu'avec Mercure, Neptune, comme ça en poisson, mais enfin, il le trouvait loyal, fair play. Fair play. Ça, c'est le côté bélier. Oui, le côté frontal, de face. Hein. Voilà, exactement. Exactement. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des questions sur la porte visible et porte invisible, Nathalie. Est-ce que tu pourrais éclairer un peu? Justement, j'étais en train de répondre à Fabienne, mais effectivement, c'est mieux de le répondre en direct. Alors, l'axe des portes en astrologie, c'est quelque chose que nous trouvons absolument très, très intéressant. Donc, c'est tout le travail de Catherine Castagnier, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle « Chiron et l'axe des portes ». Donc, on commence par la porte invisible. Donc, la porte invisible, c'est le mi-point entre Uranus et Saturne. Donc, la porte invisible de Buffalo Bill est à 15 degrés du signe de la Vierge et c'est le lieu de notre blessure existentielle. C'est en fait un petit peu le pourquoi on revient en incarnation. Alors, bien évidemment, ce n'est pas les notions de nœud nord, nœud sud, hein, c'est qu'est-ce que je viens guérir. Et cette porte invisible, c'est quand même véritablement un lieu de contamination. Donc, ça va venir affaiblir le signe qui reçoit cette porte invisible et bien évidemment son maître. Donc là, en l'occurrence, Mercure, hein, pour une porte invisible dans le signe de la Vierge. Et s'il y avait des planètes à côté de ce point, c'est-à-dire de 15 degrés Vierge, eh bien, ces planètes seraient aussi contaminées par cette affliction, en fait, en quelque sorte. Et juste en face de la porte invisible, nous avons la porte visible. Donc, pour le coup, c'est le mi-point, mais cette fois entre Saturne et Uranus. Et la porte visible, c'est véritablement le lieu de guérison. Donc, ça va être un petit peu, comment dire, le même principe, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça vient valoriser le signe et son maître. Donc, du coup, ça vient valoriser là son côté poisson, hein, puisque Buffalo Bill a une porte visible en poisson, donc ça vient valoriser son Neptune. Et on peut dire que pour un personnage de légende, du coup, Neptune, ça serait complètement la planète représentant les légendes. Et ça vient aussi apporter un effet extrêmement bénéfique à toutes les planètes qui sont autour de cette porte visible. Donc, vous voyez qu'il a un amas planétaire en poisson qui va véritablement bénéficier de cette notion de guérison, enfin de cette notion de positive de la porte visible. Et j'ai vu passer, comment dire, un message qui dit quelle différence, comment dire, avec Chiron. Alors, Chiron, il fait partie, j'allais dire, un petit peu de ce travail
du passage de la porte invisible à la porte visible. On peut dire d'un point de vue karmique que l'œuvre d'une vie, eh bien, c'est de passer de notre blessure à notre guérison. Et ça se fait justement en faisant intervenir Chiron, qui bien évidemment est l'astéroïde de notre médecin intérieur, hein, qui est l'astéroïde de la guérison. Catherine, je crois que dans une diapo précédente, on voit le thème, uniquement le thème en plus grand. Oui, alors je vais le chercher. Voilà, là. C'est mieux là? Voilà. Merci, voilà. Catherine. Oui, oui, oui. Ah, voilà, d'accord. Je ne sais pas pourquoi ma souris a gribouillé. C'est quand même bizarre, ça. Oui, oui. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est bizarre. Et je ne sais pas comment on l'enlève non plus. Mais on ne l'enlèvera pas, mais bon, tant pis. On va faire gribouiller. Et voyez son bison. Non. Alors, c'est son animal totem. On peut dire ça pour sa légende. Je vous ai mis un bison. Mais ce n'est pas rien. C'est dans sa légende, on a besoin d'un animal totem. Et le sien, c'est le bison. Alors, je ne sais plus qui c'est qui parlait de Mars en taureau. Il disait pour quelqu'un qui a Mars en taureau, le bison, c'est la moindre des choses. Mais c'est moi. Oui, oui, parce qu'il a conduit des troupeaux. Oui, oui. Oui, oui. Et il est d'ascendance, je vous ai dit, jersiaise, où il y a des petites vaches jersiaises. C'est connu pour ça. Donc, l'histoire continue. Il y a Martine qui demande que lui est-il... Attends, oups là, ça a sauté. Oui. Que lui est-il arrivé à 17 ans, étoile en P2? 17 ans, ça fait combien? Ça fait 63 en 63 oui, c'est ça. En 63... Ben, je ne sais pas, 17 ans, il était... Alors, pourquoi 17 ans? Parce que l'étoile est 17. L'étoile, c'est le numéro 17. Et elle est placée... Attendez, je vais vous le descendre. Pourquoi ce focus sur 17 ans? On pourrait le réduire à 8, non? Non, alors, en fait, dans certains postes, comme j'ai fait tout à l'heure par rapport à la force, qui est l'arcane 11, eh bien, ça nous ramène à 11 ans. C'est là où je vous expliquais qu'il a perdu son père à 11 ans. Donc, il y a certains postes comme ça, dont notamment les postes fondateurs tels que le poste 3, mais aussi les postes de manque, où il est intéressant de les relier à un âge où on a vécu quelque chose de douloureux en lien avec la thématique de l'arcane. Donc, effectivement, le poste 2, il y a l'étoile. L'étoile, ça nous parle de notre rapport à la femme, hein, puisque l'étoile, c'est vraiment l'éternel féminin. Alors, très sincèrement, je ne sais pas du tout ce qui lui est arrivé à 17 ans. Peut-être qu'il a perdu sa mère. Ce ne serait pas impossible qu'il ait perdu sa mère. Peut-être, à 17 ans, ou par là. Ce ne serait pas impossible. Il s'est marié 2 ans après. Il s'est marié en 66, 3 ans après, il s'est marié. Ouais. Mais après, la mère, on ne la voit plus trop dans les photos. Alors peut-être qu'il l'a perdue à ce moment-là. On ne sait pas, je ne sais pas ça. En tous les cas, c'est un événement douloureux avec le féminin. Donc, soit il a perdu sa mère, soit il a vécu une relation douloureuse avec une femme. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de douloureux avec le féminin. Alors, Dominique, qui nous dit qu'il devait être inspiré. Je me demande s'il n'a pas cherché à concrétiser avec son milieu de ciel en Capricorne ses inspirations et ses fantasmes, tout à fait inconscients, maison 12, et ce, toute sa vie. Toutes ces planètes qui se lèvent dans le signe des Poissons, au-dessus de l'ascendant, lui donnent ce charisme incroyable. Oui. Tout à fait. Mais c'est complètement ça. Évidemment qu'il était inspiré, sa porte visible est en Poisson, chez Neptune, c'est l'inspiration. Et puis, au niveau de l'étoile évolutive, il y a ce magnifique jugement en poste 16 où en fait, il reçoit, comment dire, vraiment des messages d'en haut. Donc, bien sûr que c'est un personnage inspiré. Qu'il a concrétisé d'ailleurs, parce que effectivement, en astrologie, on le voit par son milieu de ciel en Capricorne. Et aussi Mars en Taureau. Bien sûr. Conjoint au Sud, c'est quelque chose qui lui est familier d'être dans le concret. Ce n'est pas juste un rêveur, ça aurait pu avec tout ce poisson. Un rêveur, il ne se passe rien.
Or, non, pas du tout, il en a abattu. Et très précoce aussi, ça c'est le bélier. À 11 ans, chef de famille, à 14 ans, responsable de plis très important avec le Pony Express. On lui confie peut-être des centaines de personnes pour traverser les États-Unis et c'est lui qui sait par où il faut passer, les dangers. Enfin, il affronte les dangers, la mort, enfin, il affronte la mort sans arrêt, si on regarde bien. Eh bien, cette audace et cette précocité, c'est très curieux, ça aussi. Et c'est tout à fait étonnant d'ailleurs ce juste équilibre qu'il y a entre le côté Neptune inspiration et le côté Saturne construction, Oui. Où il est capable de concrétiser ce qu'il a dans sa tête, ses rêves quelque part. Il a vraiment tous les atouts pour concrétiser ses rêves. Alors, oui. Dans le prolongement de la discussion tout à l'heure sur les 17 ans, Cécile, qui a regardé sur Internet, a vu que sa mère était décédée en 1863. Eh bien, c'est pile poil ça. C'est exactement ça. C'est ça. 1863. Oui, oui. Oui. Tout à fait, tout à fait. D'autres réactions? Ce thème est inspirant, je trouve. C'est peut-être Neptune qui déborde un peu, je ne sais pas. Et puis de comparer avec l'étoile évolutive, je trouve que c'est super intéressant parce que tout s'emboîte en fait. C'est étonnant, la comparaison des deux, c'est incroyable. Ça se complète, ça se complète. Ça, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et si on fait justement l'accomplissement de l'œuvre de Buffalo, l'accomplissement de l'œuvre, c'est l'addition de sa roue de fortune en poste 1 et de son monde en poste 6. Donc, 21 plus 10, ça nous donne 31. Donc, un empereur. Donc, il n'y a pas plus concrétisant comme arcane que l'empereur, qui est vraiment un arcane de terre, celui qui veut concrétiser. Et son accomplissement de l'œuvre, bien évidemment, voilà, c'est l'empereur qui nous montre qu'effectivement, de son inspiration, eh bien, il l'a véritablement concrétisé. Il a quand même fondé une ville et il a fait travailler. Et alors, son show a duré 30 ans. C'est quand même pas rien. Son cirque ambulant, on peut dire, un cirque ambulant. Un cycle de Saturne. C'est Saturne, c'est Saturne. Oui. C'est Saturne, le père, ouais. 30 ans. Donc, il faut quand même tenir pendant 30 ans avec un rythme formidable. Tous ces gens à gérer, les bagarres, l'alcool, ça, c'était quand même très fort. Tous les chevaux. Dans le bateau, pour aller en Europe, il y a une tempête affreuse. Toutes les bêtes avaient très peur. Et donc, il ne faut pas qu'un cheval vomisse. Si un cheval vomit, il est mort. Et puis, les Indiens, ils n'étaient jamais allés sur un bateau non plus. Ils étaient morts de peur. Bon, mais il a quand même fallu gérer tout ça. Hein, et il y est allé 2 fois. Imaginez, même maintenant, emmener 800 personnes pour faire un spectacle, c'est gros, on le dit. Hein, c'est toute une infrastructure, c'est très compliqué. C'est remarquable à notre époque. Alors, vous imaginez, il y a 150 ans, il avait de l'audace. Ça, on ne peut pas dire le contraire. L'audace, c'est le chariot. Hein. Il avait de l'audace et c'est l'ascendant bélier. On doute de rien, si on veut. Ah, il y a beaucoup de culot. Ce chariot, il est au poste 15. Oui. Cécile, qu'il y a la carte de l'empereur qui peut être associée au bélier plus au taureau. Oui. Ben moi, j'aurais dit plus au taureau, oui, l'empereur. Oui. L'empereur, il veut du concret. Il veut construire. Oui, puis l'empereur, comme son nom l'indique, c'est l'empereur. Il gère son empire. Il faut quand même, il veut bien construire, mais il faut que ce soit son empire. Eh ben, c'est un bison. On va dire que c'est un bison. Un bison, c'est la famille des taureaux, non? C'est un bison. Alors, c'est rigolo parce que sur la première diapo que tu mets dessus, il y a une photo de Buffalo Bill et une photo du bison. Je trouve qu'il y a une ressemblance. Ah alors, c'est pas gentil pour qui, ça? Il y a une ressemblance. Dans le regard. Dans le regard. Il y a quand même quelque chose, je suis désolé. C'est le regard. Hein? Et on sent la même détermination chez les deux. Hein? Buter. La moustache et la barbe. La barbichette. C'est la barbichette, ça c'est vrai. Le bouc là. La barbichette.
Et alors, on ne se rend pas compte, mais quand on est à cheval à côté d'une horde de bisons qui galopent, on a extrêmement peur parce qu'ils sont très puissants et ils vont quand même très vite et c'est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que le grand-duc n'a pas pu tirer. Enfin, il n'arrivait pas à en tuer un alors qu'ils étaient cernés de bisons. Tellement ça va vite et tellement c'est impressionnant cette masse qui se déplace. C'est impressionnant, Catherine, depuis qu'elle a mis le chapeau, on a Ah, l'impression qu'elle a couru, elle a fait la chasse aux bisons. Tu vois. Les coureurs sur les bisons. Elle y est. Elle est partie chasser 2-3 bisons, puis elle est revenue nous raconter, c'est parfait. Tu vois. Alors, il y a quelque chose d'épouvantable quand on va dans l'Ouest américain, c'est intenable, je trouve, insoutenable. Il y a quelques musées où on montre la vie des Indiens et puis ce qu'ils sont devenus. Oui. Et bien, c'est complètement insoutenable. Il y en a un comme ça à Phoenix, en Arizona, et on se dit, bah, c'est arrivé, puis il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, 70 ans, 100 ans, c'est rien du tout, c'est 3 générations. Les soldats blancs allaient les chercher, les enfants les mettaient dans des pensions le plus loin possible d'où leurs parents habitaient pour qu'il n'y ait plus du tout de contact et qu'ils oublient leur culture. Enfin, c'est abominable. C'est vraiment un massacre à tout point de vue. De A à Z. Il n'y en avait presque plus. Et le petit peu qui restait, eh bien, on les a encore torturés, si on veut. C'est vraiment, vraiment, vraiment insoutenable. Il y a en Amérique une espèce, j'avais vu moi, tout un tas de films où il y a des loups, des attaques des loups, des gens qui se transforment en loups, etc. Et qu'ils avaient analysé ça en disant que c'est une espèce de culpabilité. Ça formalisait la culpabilité qu'avaient les Américains par rapport au massacre. C'est-à-dire que quelque part, les loups, c'était la réincarnation de la vengeance des Indiens, d'une certaine façon. Ce côté un petit peu sauvage, et ça symbolisait justement toute cette culpabilité qu'ils avaient par rapport à ce qu'ils avaient fait aux Indiens. Parce que j'ai l'impression que sur le coup, c'est quelque chose qui est apparu normal, puisque Buffalo Bill était presque un héros, vu ce qu'il avait fait aux Indiens. C'est un héros. Et il a quand même fallu le recul de l'histoire pour s'apercevoir qu'en fin de compte, ce qui s'était passé à ce moment-là n'était pas forcément aussi glorieux, quoi. C'était une catastrophe. Enfin, c'est même pas une catastrophe, c'est un drame. C'est un génocide quasiment. Oui. Alors évidemment, c'est mal porté parce que toute la civilisation tient là-dessus. Mais ça a commencé dès les premiers. On a commencé, à New York, il y avait aussi des Indiens. Bon, mais ils n'ont pas fait long feu non plus, tout de suite au XVIIe siècle. Ça a été très vite fini dans l'Est. Enfin, ils ont beau faire leur mea culpa, les choses restent ce qu'elles sont. Et il y a certains Indiens un peu plus culottés ou plus cultivés, qui essayent de demander des milliards de dollars de dédommagement. Et l'État américain refuse. Je pense qu'il n'a même pas les milliards de dollars. De toute façon, ça ne passera pas ce qui a été fait. Ah non, mais c'est en dédommagement, si on veut, ou de leur rendre leur terre. Vous pensez bien qu'ils ne vont pas rendre Manhattan, Oui. Forcément. C'est comme ça. Bien. Mais écoutez, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on peut peut-être conclure? En tout cas, la partie enregistrée. Moi, je tiens quand même à remercier Catherine Calamity-Poncet et Nathalie Buffalo-Joly pour cette super soirée. Et on va arrêter l'enregistrement pour l'instant. Je suppose que vous ne savez pas encore quel va être le thème pour le 3e mardi d'avril, qui sera, je peux vous dire, qui sera le 20 avril. Ah oui, le 20 avril. Vous savez quelle sera la prochaine victime? Oui, alors là, on avait pris poisson parce qu'on était sous le signe du poisson, donc je voulais être dans le flot, c'est le cas de le dire. Et comme on sera en bélier à ce moment-là, alors on a pris un autre personnage bélier, c'est Maya Angelou. Qui ça? Alors, Maya Angelou, c'est une Américaine qui est, en Amérique, elle est extrêmement connue. Et pour vous dire comme elle est connue, c'est elle qui a lu pendant l'investiture de Clinton. Et elle a reçu des médailles de la part d'Obama, etc. Elle est
extrêmement connue. Et en France, elle n'est pas beaucoup connue parce qu'il n'y a qu'un seul livre qui est traduit. Alors, on vous parlera d'elle. Et c'est une grande bélier, on peut dire. Elle est bélier complètement, presque une caricature du bélier. C'est pour ça que nous l'avons choisie. Oui. Eh bien, écoute, on est déjà impatients d'être le 20 avril. Merci à toutes deux. Eh bien, merci à vous tous. Merci. Merci à tous. Merci Marc. Merci Marc.